Allez, on avance sur la dernière partie, donc les grossesses. Donc il y a encore une fois 3 parties à ce topo. La première, c'est les grossesses avant l'éculizumab, les grossesses après l'éculizumab. Donc simplement, comme vous le savez, avant, eh bien, quand une patiente avait une HPN, un clone HPN et souhaitait être enceinte, on était extrêmement réfractaire, j'ai associé moi-même. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on reprenait les études qui avaient été faites de patientes qui avaient, à la fois chez nous et ailleurs, qui avaient finalement été enceintes et qui avaient un clone HPN, eh bien, ça se passait mal, à savoir que 20% des femmes, au moment de l'accouchement ou dans les 6 mois qui suivaient, faisaient des complications thrombotiques graves, dont certaines pouvaient entraîner le décès. Donc maintenant, on va passer plutôt aux réjouissances. Donc après l'éculizumab, donc en fait, je vous en avais parlé il y a 2 ans, je vous avais dit il y a un essai qui est en train de se faire, donc cet essai est maintenant terminé, et en pratique on a réussi avec un collègue anglais qui s'appelle Richard Kelly, du centre de référence anglais de l'HPN, à mener cette étude au niveau mondial, et on a pu reprendre 70 grossesses chez 57 patientes, dont d'ailleurs certaines sont dans la salle, et en pratique c'est des patientes qui ont eu des grossesses sous Soliris, et donc en pratique on a eu 41 patientes qui ont été enceintes alors qu'elles étaient traitées pour une HPN par Soliris, et puis 28 patientes chez qui on a commencé le Soliris parce qu'elles étaient enceintes, et enfin une patiente qui était au tout début des traitements par Soliris, qui en fait était dans le protocole initial, et donc qui est tombée enceinte pendant le traitement, et donc là il a fallu qu'elle arrête le traitement, puisque là on n'avait aucune donnée. Et donc en fait, la bonne nouvelle, c'est que quand vous reprenez ces naissances, eh bien, vous avez 62 enfants qui sont nés en pleine santé avec des grossesses gémellaires. On a eu 2 enfants morts-nés et 6 fausses couches. Alors vous me direz, c'est toujours trop, je suis d'accord, mais néanmoins, ça n'est pas plus que ce qu'on observe chez des patientes qui n'ont pas d'HPN. Donc la première bonne nouvelle, c'était de dire que finalement, sur la grossesse en elle-même, eh bien, on avait finalement retrouvé ce qu'on retrouvait dans la population générale qui n'était pas HPN. Et puis ensuite, on a regardé évidemment ce qui se passait pendant la grossesse, et si les patientes étaient plus transfusées, et ça encore une fois Gérard Saucier vous le montrera, l'HPN est une aplasie médulaire, donc forcément pendant la grossesse vous êtes plus transfusé. On avait besoin d'augmenter les doses du Soliris pendant le 2e trimestre, tout simplement parce que quand on est enceinte, on augmente son volume circulant de 30%, et donc forcément la drogue est sous-dosée, donc il faut augmenter chez 50% des patientes. Et puis on a eu des hémorragies au moment de la délivrance, ou en tout cas au moment de l'accouchement chez certaines patientes, mais quelque chose qui n'a pas entraîné de conséquences graves. Et en termes de thrombose, qui est vraiment l'excellente nouvelle de ce papier, c'est qu'on a eu simplement 2 patientes qui ont fait des thromboses au moment de l'accouchement, je vous rappelle, sur 65, donc c'est ridicule par rapport à ce qu'on observait avant, une phlébite chez une patiente, et qui finalement, cette phlébite restera à jamais inexpliquée. En revanche, une autre patiente a fait une thrombose digestive, et là c'est très clair, cette patiente a été inondée de facteurs de plasma, donc pour vous ça ne veut pas dire grand-chose, mais en fait elle a été inondée de la molécule contre laquelle est dirigé le Soliris. Donc forcément le Soliris était probablement sous-dosé, et du coup en ayant une HPN, elle s'est retrouvée avec une thrombose. Ces 2 patientes vont bien, et les thromboses n'ont pas du tout évolué. Et puis ensuite, il y a autre chose qui nous a fait dire que c'était vraiment le Soliris qui avait amélioré la situation, c'est le fait qu'en Angleterre, le traitement n'était remboursé que 12 semaines après l'accouchement en cas de grossesse, et donc les patientes anglais, jusqu'à un certain point, arrêtaient leur traitement par Soliris 12 semaines après l'accouchement, et sur les 10 patientes qui ont dû arrêter ce traitement parce que leur traitement n'était plus remboursé, 2 patientes ont fait des thromboses graves. Finalement, elles ont pu être mises très vite sous Soliris et les choses se sont arrangées. Mais tout ça pour dire que manifestement, quand on arrête le Soliris, les problèmes qu'on connaissait il y a 15 ans reviennent. Donc c'est vraiment ce traitement qui a permis d'arranger les choses. Et puis la chance qu'on a eue aussi, c'est qu'en France et en Europe, on a des déclarations obligatoires à la sortie des cliniques à 6 mois et à 2 ans chez les enfants. Et en fait, ces déclarations obligatoires qui sont envoyées religieusement à la sécurité sociale font qu'on a pu suivre l'ensemble des patients, des jeunes enfants qui sont nés de mamans qui étaient traitées par Soliris, et aucun des enfants n'a posé aucun problème, que ce soit sur le plan clinique ou sur ce plan hématologique. Donc en pratique, les conclusions de cette étude étaient majeures, puisqu'on arrivait finalement à retrouver des patientes qui pouvaient faire des enfants avec un risque qui était égal à celui qu'on observe dans la population générale. On sait qu'il faut probablement augmenter les doses au 2e trimestre, et on sait que, en tout cas dans cette étude, aucune femme n'est décédée, aucun enfant n'est décédé dû à l'HPN, et c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. Et puis enfin, la question, est-ce que je dois arrêter l'éculizumab après
l'accouchement, je vous le dis, nous on n'est pas très enthousiastes, je l'ai dit à certaines d'entre vous en consultation, je le redis en public, quand on a 2 patientes sur 10 en Angleterre qui ont présenté des thromboses graves parce que le médicament a dû être arrêté pour des conditions financières, finalement on se dit qu'on n'a pas très envie de l'arrêter. Après, encore une fois, ça sera peut-être discuté plus tard quand on aura compris pourquoi ces patients de thrombose, mais pour l'instant on a envie de poursuivre le traitement.